La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Venez investir au Togo. C'est en substance l'appel lancé par le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe à la 5e édition du débat annuel de Londres hier. Invité d'honneur à cette édition, le président de la République a vendu la destination Togo aux investisseurs présents. À découvrir dans cette édition. Les populations de Dimori dans la préfecture de Bassa disposent de nouvelles infrastructures marchandes, sanitaires et de désenclavement. Une immense joie pour elles après l'inauguration ce jour par le Premier ministre Komi Selom Klassou. Et puis démarrage ce jeudi du brevet d'études de premier cycle BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Les élèves de 3e restituent leurs connaissances pour l'obtention de ce diplôme. Les échos des différentes régions dans ce journal. Voilà pour les titres. Suite du séjour britannique du chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe. Hier, le président de la République a pris part à la 5e édition du débat annuel d'Invest Africa, où il a fait valoir les opportunités d'affaires qu'offre notre pays. Nous reviendrons en détail sur ce débat dans le courant de cette édition. Je vous le disais également en titre, plusieurs structures socio-communautaires viennent d'ouvrir leurs portes à Dimori, dans le Bassar. Infrastructures qui vont changer et améliorer le quotidien de ces populations. Et c'est le Premier ministre Komi Selom Klassou qui les a inaugurées ce jour. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. Un jour pas comme les autres à Dimori, en plein cœur de Bassar. Dans ce bol, ceux qui domptent le feu pour accueillir le Premier ministre Komi Selom Klassou. C'est une expression de joie car cette prestation ne se prête qu'à de grands jours. Mais alors, qu'est-ce qui explique cet engouement? Voici les ouvrages vus du ciel comme ils se présentaient il y a quelques mois. Une unité de soins périphériques et un marché aujourd'hui flambant neuf, en plus de la piste de désenclavement qui rallie Dimori à Bassar. Tout est fait prêt pour leur remise officielle aux bénéficiaires. Le Premier ministre procède aux coupures des rubans. D'abord, le nouveau marché, ensuite, l'unité de soins périphériques et enfin, la nouvelle piste de 16 km. Des réalisations qui changent Dimori et forcent l'admiration des populations. Même tout dernièrement, il y a nos frères qui étaient partis, qui étaient ailleurs. Quand ils sont arrivés, ils voulaient venir au village ici. Mais ils se sont perdus, ils disent mais ils ne sont pas encore arrivés à Dimori. Alors, ce qui est en train de se faire, vraiment, c'est pas amusant. Donc, vous voyez, et là où nous sommes, si quelqu'un est en train de travailler pour vous, il faut pas fermer les yeux, il faut ouvrir les yeux et puis le remercier. Ce que le chef de l'État est en train de faire pour le canton de Dimori, moi et ma population, nous sommes très fiers et nous le remercions beaucoup, infiniment. C'est une joie pour être vraiment de Bassar, moi-même de Bassar. Il n'y a pas de développement sans infrastructure. C'est fort de cette conviction, je pense, que le gouvernement, à travers ses différentes réalisations, traduit au quotidien la vision du chef de l'État. Tous ces ouvrages sont le fruit de la politique pragmatique du chef de l'État à travers le PAPV, programme d'appui aux populations vulnérables. Le PAPV et le PUDC comme le visage humain du mandat social du chef de l'État. Population de Dimori, Nempoya. Le mensonge donne des fleurs, mais jamais de fruits. Le président de la République dit ce qu'il doit faire et fait ce qu'il dit. Là, ça produit des fruits. Et c'est pour ces fruits que nous sommes là. En vue d'atteindre
rapidement les objectifs du Plan national de développement PND, le président de la République a décidé, et à juste titre, que nous introduisions l'approche urgence au mécanisme classique, ceci en vue d'intensifier l'action du gouvernement contre la pauvreté et ainsi renforcer l'inclusion économique et sociale. En procédant aujourd'hui à l'inauguration de tous ces ouvrages, le PUDC et le PAPV restent alors des instruments efficaces pour gagner du terrain contre la pauvreté, même là où elle est la plus fortement enracinée, notamment dans les zones rurales. Le PAPV, le gouvernement l'a voulu ainsi pour rapprocher les structures socio-communautaires des populations à la base. Ce sont des structures modernes qui viennent remplacer les anciennes, devenues inadaptées par l'usure du temps. Une enveloppe de près de 600 millions de francs CFA pour leur réalisation. Les Dimoriens disposent désormais d'un outil de développement bien en phase avec le plan national de développement PND, ici expliqué davantage par le Premier ministre. Le deuxième axe du plan national de développement, c'est de faire développer des pôles de croissance agricole, manufacturiers et d'industrie extractive. Qu'est-ce que Dimori peut avoir dans la mise en œuvre du plan national de développement? Nous voulons à partir de maintenant transformer les produits agricoles, le maïs, l'igname, tout ce que vous produisez dans Dimori, tout ce qu'on produit dans le Grand Bassar, qu'on puisse transformer ces produits-là dans les usines. Quels peuvent être les avantages pour Dimori, pour Bassar? Lorsque nous produisons, aujourd'hui, directement, on va vendre. Mais avec le PND, et surtout au niveau de l'axe 2, lorsqu'on produit, on va aider les agriculteurs. Il y aura une meilleure conservation des produits. Ensuite, viendra la phase de la transformation. Ça veut dire qu'il faut créer des usines. En transformant le maïs, la tomate, le piment, tout ce que vous voulez. Lorsque c'est transformé, au moment de la vente, le prix sera relevé. Alors, si le prix est relevé, ça veut dire que nous créons de la richesse. Mais avant d'arriver à la phase de la création de la richesse, nous avons déjà créé une chaîne de valeur. C'est-à-dire, il y a plus de travail. Avant, il n'y avait pas d'usine de transformation des produits, des céréales. Maintenant, si dans le cadre du PND, nous avons des usines qui peuvent transformer, ça veut dire qu'il y a de l'emploi créé pour la jeunesse, y compris la jeunesse de Dimori. Donc, prenons tout simplement l'agriculture au niveau de l'axe 2, les avantages que nous attendons. Il y a des avantages directs et indirects. Et maintenant, l'axe 3 du PND. Les ressources générées par le premier et le deuxième axe vont permettre de mieux construire des bâtiments scolaires, de recruter davantage d'enseignants. Le président de la République, depuis la rentrée 2017-2018, a mis en place School Assure, l'assurance pour nos enfants, pour vos enfants. Depuis 2008, il y a la gratuité de l'école. Gratuité de l'école. 2. À supposer qu'il y a cantine scolaire ici. Donc l'enfant qui est inscrit ici, le parent ne paie pas l'écolage. L'enfant qui vient a accès à la nourriture, au repas.
3, si l'enfant tombe malade, il est soigné gratuitement. Que veut le peuple? C'est ça le développement. C'est ça la base du développement. C'est ça la vision du président de la République. Vision que nous portons au niveau du gouvernement. On a besoin de tout le monde dans la mise en œuvre du plan national de développement. Alors je vous incite à travailler plus que vous ne le faisiez avant. Les fruits seront toujours redistribués. Dimori est déjà de plein pied dans le PND et le Premier ministre exhorte les populations à cultiver au quotidien la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. Il a insisté sur le civisme, un comportement par lequel les bénéficiaires pourront donner longue vie aux ouvrages. Désormais, le marché de Dimori va s'animer sous des hangars bien construits. Les populations vont se soigner dans de meilleures conditions et se déplacer aisément. La présentation des ouvrages avec Nestor Monzo sur place. Le centre de santé de Dimori est composé d'un bâtiment central de soins, d'une maternité, les deux équipés de mobilier et consommables, d'un appartement pour les séances de causerie, de sensibilisation et de vaccination, d'un bloc de latrines et d'une clôture de façade. Coût de la réalisation, 120 millions. Le marché est une infrastructure de type cantonal. 8 hangars, 3 magasins, un forage muni d'installations photovoltaïques, un abri de volailles et de bétail et un bloc de latrines sont les ouvrages de ce marché. Ces ouvrages ont coûté 130 millions de francs CFA. En dehors du marché et de l'unité de soins périphériques, Dimori a bénéficié de la réhabilitation de la piste qui relie le canton à la localité de Kalanga, non loin de la ville de Bassar. Ce sont les travaux de reprofilage, de rechargement, d'ouvrages hydrauliques et d'assainissement et de dalo que cette piste a connu pour une valeur de près de 345 millions de francs. Les travaux ont été menés sous le contrôle de l'ANADEB, Agence nationale de développement à la base, et ce pour le compte du programme d'appui aux populations vulnérables. Le PAPV vise à favoriser une croissance économique plus inclusive. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en 2015, en prenant en Conseil des ministres le décret créant le programme d'appui aux populations vulnérables, le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, avait une claire vision de l'outil dont avait besoin le gouvernement pour répondre efficacement aux besoins des communautés à la base et des populations les plus vulnérables. Aujourd'hui, après 2 ans de mise en œuvre de ce programme, les résultats parlent d'eux-mêmes. Des actions menées en faveur des populations sont des témoignages éloquents de l'efficacité de cet outil pour lequel la coordination du PAPV s'engage à poursuivre les actions tout en les améliorant conformément à vos orientations et instructions. Avec ces infrastructures mises en place, ce sont des solutions qui sont trouvées aux problèmes auxquels sont confrontées les populations de Dimori. Elles ont accès à des soins primaires de qualité, leurs activités vont se faire dans un environnement bien aménagé et leur déplacement sera moins pénible. Les populations de Dimori et de toute la préfecture de Bassar voudraient rendre un hommage particulier au président de la République, son Excellence, M. Faure Essozimna Nyasingbe, et lui témoigner leur soutien indéfectible, leur fidélité et leur loyauté. Je voudrais également féliciter l'ensemble des acteurs qui ont œuvré dans les délais et conformément aux clauses des marchés publics pour l'opérationnalisation de ces nouvelles infrastructures. Le 9 avril dernier, c'est le chef de l'État lui-même qui a fait le déplacement à Kuntoun, un village du canton de Dimori, pour inaugurer la centrale photovoltaïque. Aujourd'hui, le chef du gouvernement est venu nous remettre officiellement le marché, l'unité de soins périphériques et la piste. C'est une fierté et un grand honneur pour nous, car en si peu de temps, le chef de l'État, son Excellence Faure Essozimna Nyasingbe, nous a dotés de tout ce qui peut booster notre économie et notre développement.
11 entreprises togolaises ont été retenues pour réaliser les travaux. 300 ouvriers, dont 50 de Dimori, ont été recrutés. Au niveau des travaux de la piste rurale, par exemple, les statistiques relèvent qu'en 7 mois, entre novembre 2018 et mai 2019, les ouvriers locaux ont perçu plus de 23 millions de francs CFA. Les députés de la 6e législature se sont réunis à l'hémicycle pour la 6e séance plénière de la première session ordinaire de cette année. À l'unanimité, ils ont voté la loi uniforme relative au crédit bail des pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA, un cadre juridique spécifique à la location des biens et au paiement des loyers dans l'Union. Les précisions avec Augustin Kossi. Une étape importante vers la promotion du marché du crédit de bail au Togo. La loi uniforme relative à cette activité financière dans les États de l'Union monétaire ouest-africaine, votée à l'unanimité par la représentation nationale. Le texte consacre un cadre juridique spécifique aux transactions liées au crédit bail et se révèle un outil de financement des petites et moyennes entreprises. Il tient compte des spécificités du crédit bail, régit les contrats y afférents et offre une plus grande sécurité juridique aux opérations. Pour le commissaire du gouvernement, c'est un instrument privilégié de financement dans la mesure où il inclut une institution financière qui loue à un client un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel, qui en dispose le droit d'usage et paie les loyers. Le contexte économique actuel de notre pays, marqué par la ferme volonté de son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République, de faire émerger l'économie togolaise, fait ressortir la nécessité de diversifier les instruments de financement, particulièrement en faveur des petites et moyennes entreprises qui occupent une place importante dans le tissu économique de notre pays. L'adoption de la présente loi revêt donc une importance majeure et offre à notre pays un cadre juridique adéquat permettant au système bancaire d'améliorer l'accessibilité du secteur privé au crédit pour accroître ses activités. Je n'ai pas de doute que le crédit bail, au regard de ses avantages, contribuera à la mise en œuvre du plan national de développement. L'accroissement des activités irrelatives sera d'un apport à la promotion et au développement des services financiers, soutiendra le développement de l'agriculture et des industries de notre pays et aidera à consolider le développement social ainsi qu'à renforcer les mécanismes d'inclusion financière. Sur l'environnement financier et économique de l'UMOA, on constate qu'un marché de crédit bail peut développer avec moins de 1% des actifs des établissements de crédit en 2014. Il en résulte plusieurs facteurs, dont l'absence d'un cadre juridique, comptable et fiscal adéquat. En disant oui à cette loi, selon Tchegan Yawadigbodi, la présidente du Parlement, le Togo aura joué une part dans le processus de l'intégration économique des États de l'UMOA. Le vote de la loi relative au crédit bail dans les États membres de l'UMOA et démontre l'engagement du Togo à participer au renforcement de l'intégration des États membres de notre espace, tant sur le plan économique que politique. Et dans le contexte économique difficile que traversent nos États respectifs, toute mesure susceptible de nous apporter des revenus additionnels substantiels fera toujours l'objet d'une attention toute particulière. La présente loi vient donc allonger la longue liste des mesures incitatives mises en œuvre par le gouvernement sous la houlette du président de la République, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, pour rendre notre économie performante et attractive. Sur un plan purement technique, il est établi que le crédit bail est peu développé dans notre sous-région, alors qu'il s'agit là d'un mode de financement souple, notamment pour les PME qui y trouvent l'une des solutions pour l'expansion de leur activité. Par ailleurs, l'absence de réglementation adéquate de cette activité financière a eu pour conséquence de freiner son développement au sein de l'Union. Qu'il vous souvienne que ce projet de loi
a été adopté par le Conseil des ministres de l'UMOA en juin 2016 en vue de préserver la soutenabilité macroéconomique des États membres suite à une analyse de la situation de ceux-ci. Ce sera également une réponse à la problématique de financement du Plan national de développement PND 2018-2022 qui fait appel à la contribution du secteur privé à hauteur de 65%, ce qui sans doute favorisera le renforcement de l'économie nationale, de même que le bien-être des populations. La Cour suprême du Togo forme les acteurs impliqués dans le processus électoral sur la gestion du contentieux électoral. Il est question de les outiller pour qu'ils puissent gérer et régler d'éventuels litiges qui pourraient subvenir durant ces élections locales à venir. Chaz Nambaga pour des précisions. La gestion du contentieux des élections municipales du 30 juin 2019 au cœur de cette session de formation. La rencontre vise à outiller les hauts magistrats de la Cour suprême et d'autres acteurs des institutions chargées de la gestion de ce contentieux sur les différents litiges liés à ce scrutin spécifique. Les candidatures peuvent donner lieu à des contentieux. Par exemple, quelqu'un peut se plaindre d'une liste qui a emprunté son thème ou bien qui a emprunté son titre. Et il va falloir que la Cour statue, la Chambre statue pour dire s'il faut enlever ce titre ou bien s'il faut le maintenir. Et ensuite, il y a les contentieux de la campagne électorale. Ensuite, il y a le contentieux des opérations électorales. C'est-à-dire, le jour du scrutin, qu'est-ce qui se passe dans les bureaux de vote? Est-ce qu'il y a fraude constatée? Si vous avez constaté des fraudes, on peut saisir la chambre administrative pour statuer. Et il y a après ça le contentieux des résultats. Le contentieux des résultats, c'est demander à la chambre administrative, par exemple, d'annuler telle ou telle élection dans tel ou tel bureau de vote, ou d'annuler même entièrement l'élection dans une commune, ou encore de revoir les chiffres, les suffrages exprimés, qui peuvent amener des fois à déclasser les listes. On peut aussi déclarer quelqu'un élu pour telle raison découverte. On demande à ce qu'il soit invalidé en tant que candidat. Les travaux qui vont durer 3 jours portent sur 4 modules. Le module 1 aura 2 thèmes. Le premier thème, ce serait le cadre normatif des élections. Ensuite, le module 2, ce serait l'harmonisation de ces textes internationaux et nationaux. Le module 2, ce serait consacré à la gestion proprement dite du contentieux électoral. Donc toute la procédure et les délais. Le module 3 sera consacré à la répartition des sièges à la proportionnelle au plus fort reste. Et le 4e module concerne les cas pratiques qui contiennent des erreurs que les participants doivent retrouver. C'est pour vous expliquer qu'il peut y avoir des erreurs à partir d'un bureau de vote, que ces erreurs soient couvertes par inattention à la CELI et à la CENI. Ça ne devrait pas être le cas à la Cour suprême. Pour une gestion efficace et inclusive du contentieux de ces élections municipales, des représentants des partis politiques et des candidats indépendants ainsi que des journalistes sont associés à cette session de formation. Voilà qui traduit la volonté des plus hautes autorités togolaises d'organiser un scrutin libre, transparent, juste et équitable pour tous les candidats. Étant donné que l'enjeu est de taille, il fallait nécessairement outiller tous les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation de cette consultation. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous sommes condamnés à réussir. Et pour pouvoir réussir, nous devons nous resserrer les coudes pour que chacun puisse jouer sa partition. Et c'est pour cela que je voudrais confier les uns les autres à vraiment prendre au sérieux cette formation. L'objectif général de ces assises est d'approfondir les acteurs impliqués dans l'organisation des prochaines élections municipales sur la gestion d'éventuels litiges lors de ces consultations d'une part
et d'instaurer une meilleure collaboration entre la Cour suprême, les institutions et acteurs impliqués en vue de la réussite de toutes les phases du processus. Plus spécifiquement, il s'agira de recenser les textes régissant le scrutin, d'harmoniser l'interprétation des différents textes relatifs au contentieux des élections municipales pour une meilleure visibilité du processus, déterminer le rôle spécifique de chaque acteur impliqué dans le processus. Je souhaite vivement que les élections municipales qui sont programmées pour se tenir le 30 juin 2019 se déroulent dans la paix et contribuent ainsi à renforcer notre démocratie à partir de la base. Cette initiative de la Cour suprême du Togo est motivée par les articles 144 et 148 du Code électoral qui confèrent à la Chambre administrative de cette haute juridiction la compétence pour connaître du contentieux des élections locales. Et les médias publics seront très sollicités par les partis politiques et listes de candidats indépendants lors de ces élections de conseillers municipaux. Ils ont donc un important rôle à jouer durant ce processus électoral. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a rappelé les nouvelles dispositions aux responsables de ces médias ce matin à son siège à Lomé. Quelles sont ces dispositions? Les réponses avec Prudence Zissou. Les responsables des médias publics prennent la mesure de la tâche qui les attend pour des élections municipales réussies et apaisées. Ici, ils s'imprègnent du contenu de l'arrêté fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale du scrutin du 30 juin. L'institution de régulation des médias, la HAC, les a invités au professionnalisme dans la couverture médiatique des différentes étapes du processus. De nouvelles dispositions sont prises pour mieux encadrer la campagne électorale compte tenu de l'enjeu de ces élections. L'accès aux médias officiels, télévision, Radio Lomé, Radio Kara et Togo Presse ne sera autorisé, accepté que pour les listes de candidats qui couvrent 75% du territoire national, c'est-à-dire ceux-là qui auront positionné des candidats dans 75% des communes du Togo. Nous avons 117 communes et donc les 115% vous donnent environ 87 et quelques, donc 88 communes. C'est-à-dire que pour accéder et faire la campagne à la radio Lomé, à Radio Kara, à la télévision dans Togo Presse, vous devez avoir positionné des candidats dans au moins 88 communes sur l'ensemble du territoire. Si ce n'est pas le cas, vous irez au niveau des radios, au niveau local, des radios que nous avons désignées sont des radios communautaires, des radios rurales qui s'occuperont de la campagne dans chacune des préfectures, dans chacune des régions. Les dispositions de l'arrêté garantissent à tous les candidats l'égalité de chances pour conquérir leur électorat. Durant les 2 semaines de la campagne électorale, 3 interventions de 5 minutes chacune sont accordées aux candidats à la télévision togolaise, Radio Lomé, Radio Kara pour le message et une demi-page dans le quotidien national Togo Presse. Il est prévu 4 reportages de 3 minutes pour chaque liste de candidats. La HAC invite ici les responsables des organes publics au respect rigoureux de ces dispositions et à veiller à leur mise en application. Vous devez faire montre d'un professionnalisme à toute épreuve, d'observation d'une plus grande neutralité dans la diffusion, la programmation, la collecte de l'information pour une couverture médiatique réussie. Comme vous le savez, en application des textes de l'arrêté susmentionné, la HAC va procéder samedi prochain au tirage au sort en séance publique et arrêter les dates et heures de passage, de diffusion ou de publication des interventions des candidats sur les médias officiels. Vous êtes conviés au respect scrupuleux de ces dates et ordres de passage afin d'éviter toute contestation préjudiciable à la réussite du scrutin. L'autre paire de manches, l'appropriation des grandes lignes de cet arrêté de la HAC par ses responsables de médias publics. Un document qui leur servira désormais de bréviaire dans la gestion médiatique de la campagne électorale et même des opérations de vote et de proclamation des résultats du scrutin du 30 juin.
Le respect du code de bonne conduite du journaliste en période électorale, c'est un principe fondamental pour les élections municipales apaisées. Les différentes organisations de presse du Togo ont donc signé ce document ce matin au siège de la HAC, signe de leur adhésion et engagement pour des locales réussies, ceci grâce au professionnalisme des journalistes sur le terrain. Quelle est la portée de ce acte en cette période électorale? Les réponses avec Prudence Zissou. Des organisations de presse disent oui au professionnalisme dans la couverture médiatique des élections municipales du 30 juin prochain. Engagement acté par la signature du Code de bonne conduite du journaliste en période électorale. Ce code vient en complément aux différents tests fondamentaux qui régissent la profession et rappelle aux journalistes le sens élevé de responsabilité avant, pendant et après les élections. Nous venons donc de signer ce code de bonne conduite et comme on le fait habituellement, l'OTM étant donc un organe d'autorégulation, nous essayons donc de travailler avec les autres organisations de presse de manière à ce que ces organisations puissent faire refléter cela donc dans les différents organes de presse, dans les médias, de manière à ce que cela soit respecté. Nous sommes des journalistes, nous tendons nos micros, mais notre comportement sur le terrain, comment devons-nous nous comporter? Et en tant que responsable d'organisation, nous avons signé ceci pour dire que nous sommes d'accord avec le contenu. Nous sommes d'accord avec le contenu que nous partageons avec les membres de nos organisations, le contenu que nous partageons avec les journalistes pour avoir une élection ou bien pour connaître une élection apaisée et que le journaliste aussi fasse son travail comme cela se doit sur le terrain. La responsabilité sociale des médias en période électorale exige de la part du journaliste l'indépendance, l'impartialité, les attitudes et l'équilibre des informations. Une mission qui devra passer par une bonne maîtrise du jeu électoral et l'appropriation des différents tests, notamment le code de bonne conduite du journaliste. En s'appropriant le code de bonne conduite, le journaliste devient ainsi un professionnel aguerri, astreint à l'observation d'une grande rigueur dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information vraie et vérifiable. Je voudrais réitérer le souhait de la HAC de voir les professionnels des médias assumer leurs responsabilités dans le strict respect du cadre légal et réglementaire, de la régulation des médias en période électorale, mais également en faisant preuve de professionnalisme et d'honnêteté comme pour les législatives passées. Le respect des dispositions prévues dans ce code qui a reçu l'adhésion des organisations professionnelles de la presse devra permettre aux journalistes de mieux jouer leur partition pour la réussite du processus électoral. Ceci pour un scrutin transparent et apaisé. Top départ pour les épreuves écrites du BEPC ce jeudi sur l'ensemble du territoire national. Plus de 130 000 candidats étaient face à l'épreuve de sciences de la vie et de la terre SVT ce matin. Une délégation du ministère des enseignements primaires et secondaires a fait le tour de certains centres d'écrit dans la préfecture de Zio pour vivre les premières heures de ces épreuves écrites. Le compte rendu avec Ekwe Salah. Silence absolu au CEGT Ville 1. Il est 7h50. Dans ce centre d'écrit, les candidats à l'examen du BEPC se concentrent sur la première épreuve de la journée, les sciences de la vie et de la terre. La partie A de cette épreuve exige de ses potentiels futurs lycéens la reproduction du schéma de l'arc réflexe simple et d'une articulation et la partie B des réponses à 16 différentes questions. Toutes en rapport avec les chapitres étudiés durant les 9 mois. À quelques kilomètres de là, le centre d'écrit du CEG Saint-Pie-X, réservé essentiellement aux candidats libres. Concentration au point, ils fouillent, bêchent dans leur ménage pour décrocher le billet d'entrée au lycée. Puis, direction CEG Agbelouvé. Il était 9h05, certains candidats sortaient déjà avec beaucoup d'espoir. Je suis sûr, je sais que il y en aura quelque chose de bon. J'ai bien travaillé et ça dépendra des correcteurs aussi. Parce que moi-même je suis sûr que à SVT ça peut aller. Parce que en schéma et en partie B aussi, j'ai fait de mon mieux.
l'épreuve est abordable quand même. Sinon, nous souhaitons c'est pour que l'épreuve de dictée question et d'autres épreuves soient abordables comme la première. Sur les lieux, une délégation du ministère des enseignements primaires secondaires est venue constater le démarrage des évaluations. Cette année, 139 200 candidats sont à la conquête du brevet d'études du premier cycle, dont 45,30% de filles. Après le tour de ces quelques centres, le constat qui est fait, c'est que tout se passe bien dans, du moins, les salles où nous avons rendu visite aux candidats en train de composer. Et selon les rapports qui nous sont parvenus des autres régions, nous pouvons nous réjouir que la phase écrite du BPC session 2019 a bien démarré et nous espérons que ça va se poursuivre dans le même état pour se finaliser à la satisfaction de nous tous. En attendant les prochaines épreuves, quelques coups d'œil dans les cahiers sont nécessaires. Et dans les 5 prochains jours, chacun des candidats peut se pronostiquer sur son admission ou non en année supérieure. Depuis ce matin, les élèves de la classe de 3e planchent donc sur les épreuves du brevet d'études du premier cycle. Les échos d'Atakpamé, Kara et Mango avec nos correspondants Sylvain Abdou, Nestor Mozo et Désiré Aloy. Des candidats en course pour l'obtention du diplôme du BPC, brevet d'études du premier cycle. Environ 26 356 candidats répartis dans 64 centres d'écrit dans les plateaux composent pour l'obtention de ce parchemin qui ouvre les portes du lycée. Et pour le compte de cette première journée de la phase écrite, les candidats abordent la SVT, Sciences de la vie et de la terre. Au centre d'écrit du CG Application à Tapamé, les candidats se prononcent sur le sujet. Le preuve a été très facile et il n'y a rien de difficile, on a pu faire ça. Et je crois que tout le monde a pu faire ça et on va avoir de bons moyens. Ça a été très facile. C'est très facile, il n'y a rien de difficile dedans. Sinon c'est très bon. L'épreuve là, c'est pas difficile. Dans les plateaux, l'examen du BPC se déroule bien. Et pour s'assurer de son bon fonctionnement, la direction régionale de l'éducation a fait un tour dans certains centres d'écrit à Atapamé, tout comme dans l'AMOU, pour s'enquérir des dispositions pratiques et du bon fonctionnement des épreuves, histoire d'appeler les candidats au sérieux et au travail bien fait. L'examen du BPC a bien démarré dans la région des plateaux, par nos constats personnels et aussi par les comptes rendus des chefs d'inspection. Nous avons dans la région des plateaux 26 356 candidats, dont 15 577 garçons et 10 779 filles. Les filles représentent 41% de l'effectif des inscrits. Tout se passe bien. Nous avons dit aux élèves de se concentrer, de travailler bien, de relire leur production pour s'assurer qu'ils ont fait du bon travail. Ces évaluations de fin d'année ont beaucoup d'importance à rappeler les responsables de l'éducation qui se félicitent du climat de paix et de sérénité qui ont régné tout au long de l'année scolaire. Ils ont appelé les candidats à bien travailler pour franchir ce cap qui va leur permettre de faire le premier pas au lycée. 6 juin 2019, il est 6h45. Nous assistons ici au CG Mangoville 1 à la montée des couleurs, puis entretien des autorités avec les candidats au BPC, brevet d'études du premier cycle. Après, c'est l'appel suivi du contrôle d'identité. 7h30, l'autorité donne le ton avec le dévoilement de l'épreuve de SVT, première matière. L'effectivité de la phase écrite de l'examen du BPC est constatée ici à Mango. Dans les savanes, 12 099 candidats sont à la porte du lycée, deuxième cycle du secondaire. Et pour avoir accès, c'est la réussite au BPC. Un examen très précieux alors. Cette année, nous avons 12 099 candidats, dont 7 274 garçons et 4 825 filles, répartis dans 32 centres et 345 salles de classe.
Nous remercions Dieu Tout-Puissant. Ici, c'est le lieu de féliciter tous les enseignants qui ont mis tout pour être réguliers dans les classes pour terminer les programmes. Nous souhaitons aux élèves le calme, la sérénité pour que tous les sujets qu'on leur donnera soient abordés dans de bonnes conditions pour un meilleur résultat. Nous remercions le gouvernement pour tout ce qu'il fait en matière d'éducation de la jeunesse et surtout pour la jeune fille. Les centres d'écrit dès les premières heures ont été sonnés par les autorités pour constater l'effectivité de l'examen et encourager les candidats. Le BPC édition 2019 est effectif à Mango. Nous avons fait le tour du CG Mangoville 1. Actuellement, nous sommes au niveau du CG Mangoville 2. Tous les candidats sont en place. Tous les surveillants sont là. Les centres sont sécurisés. Et c'est le lieu de dire un sincère merci au chef de l'État grâce à qui l'année scolaire 2018-2019 a été une année apaisée. Et c'est grâce à cette paix-là aussi que le corps enseignant, avec l'encadrement des inspecteurs, a fini le programme et a mis ainsi les élèves dans des conditions optimales pour une meilleure réussite. Après 9 mois de labeur, ils espèrent réussir brillamment. Démarrer ce 6 juin, il prendra fin le mardi prochain 11. Bonne chance à tous les candidats. Les examens de fin d'année scolaire 2018-2019 s'égrènent. Après le bac 1, il y a 2 semaines, le BPC a démarré ce matin avec les épreuves fondamentales. Dans la Kara, à chaque examen, la direction régionale de l'éducation choisit un établissement dans l'une des préfectures pour procéder au lancement des épreuves. Cette année, pour le BPC, c'est le CG de Pagoudaville dans la Bina qui a été retenu. Dans toute la région, 49 centres d'écrit ont été ouverts pour accueillir 13 271 candidats. L'année a été sereine et nous espérons qu'elle sera bonne avec les examens et les résultats. Cette année, nous avons enregistré 13 271 candidats, dont 5 357 filles. Les effectifs cette année ont connu une légère progression d'environ 694 candidats. Donc cette augmentation est ressentie beaucoup plus au niveau des filles qu'au niveau des garçons. Le taux d'augmentation au niveau des filles est de 6,9%, alors qu'au niveau des garçons, nous sommes à 4%. Nous pouvons nous rendre compte de ce que le maintien des filles à l'école devient de plus en plus effectif. C'est ce qui peut expliquer l'augmentation des effectifs de filles. Après le lancement, les autorités ont fait le tour de certains autres centres d'examen. Nous avons fait la tournée pour juste 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de voir l'effectivité du démarrage de l'examen du BPC 2019. Et effectivement, tout se déroule bien. Nous avons en deuxième position donné des conseils aux enfants en leur demandant d'être à l'heure, de gérer leur stress et surtout d'éviter de tricher parce que les tricheurs, on les remarque puisqu'ils surveillent les surveillants. Et en troisième position, nous avons, au nom du gouvernement, laissé tout un gros paquet de bonnes chances dans les centres où nous sommes passés pour leur distribution dans les centres de la préfecture de la Bina en particulier et dans toute la région de la Kara en général. À ce premier jour du BPC, 3 matières ont été programmées. Il s'agit de la science de la vie et de la terre, de la dictée question et de l'éducation civique et morale. L'examen prendra fin le mardi prochain.
vous donne lecture de cette série de communiqués dans le cadre des élections du 30 juin prochain. Et le président de la Cour suprême du Togo rappelle que conformément aux dispositions de l'article 283 du Code électoral, que la liste définitive des candidats à l'élection des conseillers municipaux du 30 juin 2019 est publiée et affichée au siège du greffe de la Cour suprême, au siège de la CENI et dans les CELI. Et dans un autre communiqué, le président de la Cour suprême du Togo informe les candidats aux élections municipales du 30 juin prochain dont les listes ont été validées par la Cour administrative de la Cour suprême, par la Chambre administrative de la Cour suprême, qu'ils peuvent passer directement payer leur caution au trésor public où sont déposées copies des listes définitivement retenues. Et les candidats aux élections municipales du 30 juin prochain dont les listes n'ont pas été retenues par la Chambre administrative de la Cour suprême, qu'ils peuvent passer au greffe de la dite Cour à compter du mardi 11 juin 2019 pour retirer copie de l'arrêt de publication de la liste définitive de candidature. Et de son côté, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC, invite les responsables des partis politiques, des regroupements de partis politiques ou leurs représentants dûment mandatés, ainsi que les têtes de liste des candidats indépendants prenant part aux élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019 à assister à la séance de tirage au sort de l'ordre de passage de leurs messages et déclarations sur les médias publics qui aura lieu le samedi 8 juin à 9h au siège de l'institution à Agbalépé-Dogan à Lomé. La presse publique et privée est également invitée à assurer la couverture de cette cérémonie. Et nous ouvrons maintenant la première page des sports de ce mois de juin. C'est avec Jean Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, la page des sports de ce soir nous amène à Baguida, où la journée du 1er juin a été marquée par un festival de football. Oui Anita, la journée de l'arbre célébrée chaque 1er juin a inspiré l'association Ensemble pour le développement du canton de Baguida. Elle a à cet effet organisé une compétition qui a rassemblé 8 clubs de la localité. Le trophée mis en jeu a été enlevé par Roi du foot de Devego, vainqueur de l'association sportive des jeunes d'Avepozo sur le score de 3-1. Champion Touba pour les précisions. Le confrère James Kounake et ses amis du canton de Baguida ne cessent de multiplier des efforts pour offrir à la jeunesse du milieu des cadres d'épanouissement. En témoigne ce festival de la journée de l'arbre, initié par l'association Ensemble pour le développement du canton de Baguida et qui a rassemblé 8 clubs de la localité. Festival dont la finale a tourné en faveur du club Roi du foot de Devego en bleu. L'ouverture du score dès la première minute, un deuxième but à la 58e, puis l'appétit vient en scorant un troisième but de Roi du foot à la 76e minute. Le club de Devego s'offre la tête de son adversaire Asija, association sportive des jeunes d'Avepozo, en blanc. Même la réduction du score de cette dernière à la 58e minute ne pourra la sauver. Le sort du club Asija est ainsi scellé par ce score de 3 buts contre 1. Et Roi du foot s'impose en Roi du sport roi, l'instant de cette finale du festival de la journée de l'arbre au stade Dr Nachingal de Baguida. C'est l'expérience de notre coach. C'est ça. Les joueurs sont bien entretenus. Ça fait au moins 8 ans qu'on a fait cette équipe. Aujourd'hui, on a rapporté au moins notre titre. Ça fait 3 fois qu'on joue avec cette équipe, 2 demi-finales et un final. Mais aujourd'hui, là, on a rapporté cette coupe. C'est la joie. Il faut voir à travers cette compétition le désir ardent de rassembler autour des idéaux de développement. La journée de l'arbre, c'est une journée pour revigorer l'environnement, donner la valeur à l'arbre. L'arbre est notre source de vie. L'arbre nous sert à faire beaucoup de choses. Et je voulais qu'à partir de cet instant même, dans notre localité qui est Baguida, nous allons appuyer cette action qui serait pérenne pour les années à venir. Nos actions futures, c'est de prendre la destinée de cette commune et de développer la commune, surtout en matière de football.
Notre terrain, je l'ai vu aujourd'hui, ça c'est à un état de délabrement. Il n'y a pas de pelouse. Si nous arrivons à prendre les destinées de cette commune, nous allons essayer de voir comment arriver à faire développer le football dans notre milieu. Avant ce duel final, Racine FC de Baguida a occupé la 3e place en se débarrassant de l'AS Canonnier de Bougan, 1-0. Ces 4e et 3e au classement, AS Canonnier et Racine FC ont été récompensés à la fin au même titre que les arbitres, le finaliste Asja et le vainqueur roi du foot qui eux deux repartent avec un ballon, une enveloppe et un trophée. Et Jean, ce sera tout pour aujourd'hui. Effectivement, Anita, ce sera tout pour ce soir. Mais notre prochain rendez-vous des sports sur la première, c'est samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci beaucoup, Jean. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, invite M. Bonoupo Kossipi, numéro matricule 066 047 Z, employé de bureau en service au tribunal de première instance de Noche, qui a abandonné son poste depuis décembre 2018, à le regagner dès diffusion du présent communiqué, faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire. Et ce communiqué tient lieu de mise en demeure. Et voilà, ainsi se referme cette édition, quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.